Imaginez un instant que vous deviez construire une base solide pour un abri, un garage ou même une structure plus imposante. Pour la quasi-totalité d'entre nous, la réponse est automatique, presque pavlovienne. On appelle un fournisseur, on commande des sacs de ciment, on loue une bétonnière, on installe des coffrages et on attend des jours que le mélange durcisse. C'est un rituel moderne qui coûte cher. Pour une simple dalle, un entrepreneur vous demandera facilement entre 3 000 et 4 000 $. C'est le prix du confort, nous dit-on. Mais que diriez-vous si je vous prouvais que le sol sous vos pieds contient déjà tout ce dont il a besoin pour devenir sa propre fondation, sans une seule goutte de béton? Imaginez transformer une terre meuble et instable en une surface si dense qu'elle pourrait supporter des tonnes pendant des décennies, simplement en la faisant vibrer à la bonne fréquence. Ce n'est pas une théorie ésotérique, ce n'est pas une invention de forum conspirationniste. C'est un principe physique fondamental de l'ingénierie géotechnique, utilisé par le gouvernement américain dès 1948 pour des infrastructures critiques, et que l'industrie mondiale du béton, qui pèse aujourd'hui plus de 677 milliards de dollars par an, n'a absolument aucun intérêt à vous laisser redécouvrir. Ce principe s'appelle la compaction par résonance. Une fois que vous aurez compris comment l'utiliser, vous ne regarderez plus jamais le sol de la même manière. Nous vivons dans une ère de complexité imposée. L'homme moderne a été conditionné à croire que la stabilité ne peut être achetée qu'en bouteille ou en sac. Nous sommes devenus dépendants de systèmes industriels lourds pour résoudre des problèmes que la nature et la physique simple réglaient autrefois avec une efficacité déconcertante. C'est là que réside le conflit majeur de notre époque. La lutte entre la solution commerciale, conçue pour générer du profit à chaque étape, et la connaissance technique pure qui utilise les forces invisibles de l'univers. Nous avons oublié les méthodes qui ne peuvent pas être facturées. Car comment facturer la gravité? Comment mettre la fréquence en bouteille? La compaction par résonance est l'une de ces technologies oubliées, une relique d'un savoir-faire qui privilégiait l'intelligence de la matière sur la force brute de la chimie industrielle. Pour comprendre cette technologie, il faut remonter dans le temps, dans l'Allemagne de 1936. Deux ingénieurs, Sergei Storman, un immigré russe, et son collègue Wilhelm Dahn, travaillaient sur un problème que personne dans le secteur de la construction ne voulait aborder publiquement, l'instabilité chronique des sols granulaires. Dans les ports, près des barrages, sous les entrepôts, le sol sableux finissait toujours par glisser, s'affaisser et engloutir les structures les plus massives. La solution conventionnelle de l'époque, identique à celle d'aujourd'hui, consistait à enfoncer d'énormes piliers ou à couler des fondations de béton massives pour atteindre la roche-mère. C'était lent, prohibitif et réservé aux élites financières. Storman et Dahn ont observé quelque chose de contre-intuitif. Ils ont remarqué que lorsqu'on secoue un sol meuble à une fréquence précise, les particules, au lieu de s'éparpiller, migrent les unes vers les autres. Ils ont breveté leur invention sous le nom de vibroflow, une sonde capable de liquéfier temporairement le sol par vibration pour le forcer à se réorganiser de l'intérieur. Ce brevet n'a fait que peu de vagues à l'extérieur de l'Allemagne, un silence qui arrangeait bien les industries naissantes du matériau de construction. Pourtant, en 1948, le Bureau of Reclamation des États-Unis a exhumé cette technique pour la construction du barrage Enders dans le Nebraska. Les ingénieurs ont documenté des résultats stupéfiants. Un sol qui ne pouvait pas supporter son propre poids est devenu, en quelques minutes, une base porteuse ultra dense sans qu'un seul gramme de ciment ne soit versé. Les archives fédérales conservent encore ces preuves, témoins muets d'une science qui a été discrètement mise au placard au profit du tout béton. Mais pourquoi une telle amnésie collective? La réponse est mathématique et économique. L'industrie du béton est structurellement tissée dans chaque aspect de notre société. Les normes de construction, les licences d'entrepreneurs, les programmes universitaires d'ingénierie, tout a été conçu pour que le béton soit la réponse par défaut. Une méthode d'amélioration des sols qui fonctionne sans produits manufacturés génère un chiffre d'affaires de $0 pour les géants de la construction. C'est ici que la science devient fascinante. Chaque type de sol possède une fréquence de résonance naturelle. C'est le rythme spécifique auquel le sol réagit le plus intensément, comme une corde de guitare qui vibre lorsqu'on joue sa note. Pour un sable meuble, cette fréquence se situe entre 12 et 15 cycles par seconde. Lorsqu'une vibration atteint ce seuil, la friction intergranulaire, ce qui maintient les poches d'air et les vides entre les grains, chute drastiquement.
Les particules se comportent alors comme un liquide, glissant les unes sur les autres pour chercher l'état d'énergie le plus bas possible. Sous l'effet de la gravité, cet état est par définition l'arrangement le plus dense possible. Les vides s'effondrent, l'air s'échappe, et le sol se réorganise en une structure que la nature aurait mis des milliers d'années à consolider. Les études scientifiques publiées sur le sujet montrent des augmentations de densité allant de 8 à 18% après un traitement par vibration. Plus impressionnant encore, le module de compression, la mesure de la charge que le sol peut supporter sans s'affaisser, peut augmenter de 22 à 246%. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est une transformation physique de la matière. Et le plus beau, l'effet est permanent. Contrairement à un traitement chimique qui se dégrade, la structure physique des particules réorganisées ne revient jamais en arrière. Le sol reste compact, car les grains ne peuvent physiquement pas retourner à leur configuration initiale sans une force externe massive. C'est une signature de stabilité gravée dans la terre. Si vous voulez tester cela sur votre propre terrain, la méthode est accessible. Tout commence par la compréhension de ce que vous avez sous les pieds. Si votre sol est granulaire, sable, gravier, terre sableuse, vous êtes assis sur une mine d'or de stabilité. Louez une plaque vibrante, un appareil que l'on trouve pour moins de $100 par jour. Assurez-vous d'avoir une humidité de 10 à 15%, car l'eau agit comme un lubrifiant facilitant le mouvement des particules. En effectuant des passages lents et croisés, vous verrez le sol s'enfoncer et se durcir sous vos yeux. Pour une fraction du prix d'une dalle de béton, vous pouvez créer une surface capable de supporter un abri de jardin ou un garage. La différence entre ce que l'industrie vous vend et ce que la physique permet est un gouffre financier que les propriétaires paient chaque année sans le savoir. Les ingénieurs de 1936 avaient raison. Le sol veut être dense. Il attend simplement que vous lui donniez la bonne fréquence. C'est un secret caché à la vue de tous, une connaissance qui ne survit que si on ose l'utiliser. Ne laissez pas cette technologie retomber dans l'oubli. Nous devons plonger plus profondément dans les dossiers déclassifiés du Bureau of Reclamation de 1948, car c'est là que se cache la preuve irréfutable du silence industriel. À cette époque, le barrage d'Enders, dans le Nebraska, représentait un défi colossal. Des milliers de tonnes de sable et de limon instables menaçaient l'intégrité de l'infrastructure hydraulique. Les ingénieurs de l'époque n'ont pas cherché à couler des millions de tonnes de béton pour stabiliser la zone. Ils ont utilisé ce qu'ils appelaient alors des colonnes de sable vibrées. Les rapports techniques de l'époque, que l'on peut encore déterrer dans les archives fédérales si l'on sait où chercher, décrivent une scène qui semble aujourd'hui relever de la science-fiction. Des sondes géantes s'enfonçant dans le sol, déclenchant des ondes sismiques contrôlées qui transformaient instantanément la consistance du terrain. Ce qui était auparavant une boue meuble devenait une surface de roulement pour des camions de chantier de plusieurs tonnes en moins de 30 minutes. La question qui devrait vous brûler les lèvres est la suivante. Si le gouvernement américain utilisait cette technologie pour sécuriser des infrastructures critiques il y a 80 ans, pourquoi votre entrepreneur local vous assure-t-il qu'il est impossible de poser un garage sans une dalle de béton armée de 15 cm d'épaisseur? La réponse réside dans la structure même de notre économie de la construction. Le béton n'est pas seulement un matériau, c'est un écosystème de profit. Pour qu'une industrie de 677 milliards de dollars survive, elle doit imposer une solution standardisée, mesurable et surtout vendable. Le béton peut être marqué, distribué, mélangé et facturé au mètre cube. La résonance, elle, est une force de la nature. Elle appartient à la physique, pas aux actionnaires. Depuis les années 1950, les codes du bâtiment et les programmes universitaires ont été subtilement orientés pour faire du béton la réponse universelle. On enseigne aux ingénieurs à calculer la résistance d'une poutre en béton, mais on ne leur apprend presque plus à manipuler la fréquence naturelle d'un sol granulaire. C'est une forme d'obsolescence programmée de la connaissance. En effaçant la solution simple du catalogue mental des constructeurs, on garantit la dépendance aux solutions industrielles lourdes. Pénétrons maintenant dans la salle des machines de cette technologie. Pourquoi la résonance fonctionne-t-elle là où la force brute échoue? Dans un sol meuble, chaque grain de sable ou de gravier est comme une pièce de puzzle mal ajustée. Les grains se touchent par leurs pointes, créant d'énormes vides remplis d'air ou d'eau. C'est ce qu'on appelle la structure flocculée ou lâche.
Lorsque vous frappez le sol avec un rouleau compresseur classique, vous ne faites qu'écraser la couche supérieure. La pression reste en surface, bloquée par la friction entre les grains qui refusent de bouger. Mais la résonance change les règles du jeu. En vibrant à la fréquence précise de 12 à 15 Hz, vous induisez un phénomène de liquéfaction cyclique contrôlé. Pendant une fraction de seconde, à chaque cycle, la pression de l'eau entre les grains ou l'agitation moléculaire annule la friction. Les grains flottent littéralement. Sous l'effet de la simple gravité, ces grains glissent les uns contre les autres pour remplir chaque vide, chaque poche d'air. C'est une auto-organisation moléculaire à l'échelle macroscopique. Les chiffres issus des tests de pénétration au cône, CPT, avant et après traitement, sont sans appel. Sur des sites de tests en Europe du Nord, où l'ingénieur suédois Karl-Rainer Massar a perfectionné cette méthode dans les années 90, la résistance à la pointe du cône, qui mesure la capacité porteuse réelle du sol, a été multipliée par 10 dans certains cas. Imaginez, le même sol, les mêmes grains, mais une capacité de charge décuplée simplement par la réorganisation spatiale des particules. C'est la différence entre un sac de billes jeté en vrac et ces mêmes billes soigneusement rangées dans une boîte. Le volume diminue, mais la stabilité devient absolue. Massar a démontré que lorsque la sonde et le sol entrent en phase, c'est-à-dire qu'ils oscillent à l'unisson comme deux instruments de musique accordés, l'énergie transférée au sol est optimisée à 98%. Le sol ne subit plus la vibration, il devient la vibration. C'est ici que l'arnaque moderne se révèle. Un entrepreneur moyen vous facturera entre 1 200 et 4 000 $ pour une petite dalle de fondation. Ce prix inclut le coffrage, le treillis soudé, le transport du béton par camion toupie et la main-d'œuvre. C'est un processus linéaire et coûteux. À l'opposé, une plaque vibrante professionnelle de 5000 livres de force centrifuge se loue pour environ 80 $ par jour. Si vous comprenez le principe de la résonance, vous pouvez traiter une zone de 20 mètres carrés en quelques heures. Le coût des matériaux ? Quelques mètres cubes de gravier concassé de carrière, souvent disponibles pour moins de 200 $. Nous parlons d'un rapport de coût de 1 à 10. Mais pour que cette alternative soit viable, vous devez savoir ce que l'industrie cache. La préparation du sol est plus importante que le matériau posé dessus. La science de l'interlock, ou l'imbrication granulaire, est le secret final. Dans le monde oublié de la construction pré-industrielle, on savait que la forme des grains dictait la solidité. Pour votre projet, vous devez utiliser du gravier concassé et non du gravier roulé de rivière. Les grains concassés ont des ambles vifs. Sous l'effet de la compaction par résonance, ces ambles s'emboîtent comme des engrenages. Une fois verrouillés, ils ne peuvent plus bouger. Vous créez alors ce qu'on appelle un masse monolithique granulaire. Cette masse est si stable qu'elle ne nécessite aucun liant chimique, aucun ciment. Elle est maintenue par la géométrie et la gravité. Les ingénieurs allemands de 1936 l'appelaient la densité critique. Une fois cette densité atteinte, le sol est physiquement incapable de se compacter davantage. Il devient aussi dur que du roc, mais reste drainant, évitant ainsi les fissures dues au gel qui détruisent tant de dalles en béton chaque hiver. Pour appliquer cela, vous devez devenir votre propre ingénieur géotechnique. Le guide pratique est simple, mais exige une rigueur scientifique. Commencez par décaper la couche organique. La terre végétale, riche en humus, est votre ennemie, car elle est élastique et absorbe les vibrations au lieu de les transmettre. Vous devez atteindre le sol minéral. Une fois à nu, introduisez l'élément crucial, l'eau. Le taux d'humidité optimal, entre 10 et 15%, n'est pas une suggestion, c'est une loi physique. Trop sec, les grains frottent trop fort pour bouger. Trop humide, l'eau sépare les grains et empêche l'emboîtement. Vous cherchez cet état où le sol est humide au toucher, mais ne colle pas. C'est là que la résonance fera des miracles. Faites passer votre machine lentement, à une vitesse de marche humaine ralentie, environ 10 mètres par minute. Écoutez le bruit de la machine. Quand la fréquence de résonance est atteinte, le son change. Il devient plus sourd, plus profond. La machine semble soudainement peser le double de son poids. C'est le signe que le sol et la plaque ne font plus qu'un. Vous êtes en train de réécrire la structure moléculaire de votre terrain. Pourquoi n'avons-nous pas appris cela à l'école ? Parce que la connaissance est le seul capital que l'on ne peut pas taxer une fois qu'il est transmis. Le savoir de Storman, Dahn et Massar a été enterré sous des montagnes de factures de ciment. Mais la physique ne s'efface pas. Elle attend simplement d'être réactivée.
En comprenant la résonance, vous reprenez le contrôle sur l'élément le plus fondamental de votre existence, le sol sur lequel vous construisez votre vie. Le béton est une solution pour ceux qui n'ont pas le temps de comprendre. La résonance est la solution pour ceux qui ont décidé de ne plus être les victimes d'un système qui facture le vide. Restez avec moi, car dans la suite, nous allons explorer comment cette même fréquence peut être utilisée pour ériger des structures entières, défiant tout ce que vous pensiez savoir sur la solidité de la matière. Imaginez un instant que vous teniez entre vos mains une baguette de métal ordinaire. Si vous essayez de l'enfoncer de force dans un sol compact, vous allez transpirer, vous allez buter contre chaque petit caillou, et vous finirez probablement par tordre le métal avant d'avoir atteint 30 cm de profondeur. C'est la méthode de la force brute, celle que l'industrie moderne privilégie, des marteaux-piqueurs massifs, des pieux de béton de plusieurs tonnes et une dépense énergétique colossale. Maintenant, imaginez que cette même baguette, au lieu d'être poussée, soit mise en vibration à une fréquence très précise, disons 15 Hz. Soudain, comme par magie, elle s'enfonce dans le sol comme si la Terre s'était transformée en beurre tiède. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique ondulatoire appliquée. Là où l'industrie dépense des milliards pour lutter contre la résistance du sol, la résonance travaille avec elle. Le contraste est saisissant. D'un côté, une technologie de conquête qui écrase la matière, de l'autre, une technologie de symbiose qui utilise la structure même des atomes. Et pourtant, vous n'entendrez jamais parler de cette baguette vibrante dans votre magasin de bricolage local. Pourquoi? Parce qu'un outil qui coûte 50 € et qui fait le travail d'une machine à 50 000 € est une menace existentielle pour l'ordre établi de l'économie de la construction. Le conflit entre la complexité industrielle et la simplicité naturelle atteint ici son paroxysme. L'homme moderne est devenu un consommateur de solutions clés en main, où chaque problème doit être recouvert d'une couche de béton. C'est une addiction structurelle. Nous avons été déconnectés des principes physiques de base qui permettaient aux anciens bâtisseurs de réaliser des prouesses avec des moyens dérisoires. Dans l'archive de l'histoire, on retrouve des traces de cette compréhension de la vibration bien avant 1936. Si l'on observe les techniques de construction des routes romaines, ou même certaines structures incas, on s'aperçoit que le tassement du sol n'était pas seulement une question de poids, mais de rythme. Les ouvriers utilisaient des outils de frappe manuelle avec une cadence régulière, qui, sans le savoir, s'approchait des fréquences de résonance des granulats locaux. Mais c'est avec Sergei Storman et Wilhelm Dahn que ce savoir intuitif est devenu une science exacte. En 1936, en pleine effervescence industrielle, ils ont compris que le secret ne résidait pas dans la puissance du coup, mais dans la répétition de l'onde. Le vibroflow qu'ils ont conçu n'était pas un marteau, c'était un diapason géant. Plongeons dans la démystification scientifique de ce phénomène, car c'est là que l'on réalise l'ampleur du génie oublié. Pour un ingénieur géotechnique, le sol est un milieu triphasique. Il y a des grains solides, de l'eau et de l'air. Dans un sol meuble, l'indice de vide, noté E dans les équations de Terzaghi, est élevé. Les grains de sable sont en équilibre instable, maintenus par ce qu'on appelle la friction statique. Lorsque vous introduisez une onde de résonance, vous déclenchez ce que la physique nomme la liquéfaction cyclique. Attention, le sol ne devient pas de l'eau, mais les grains se séparent momentanément sous l'effet de l'oscillation. La pression de contact entre les grains tombe à zéro pendant une microseconde à chaque cycle. Dans ce bref instant de liberté totale, la gravité, cette force gratuite et omniprésente, prend le relais. Elle tire chaque grain vers le bas, comblant les pores, expulsant l'air. Le résultat est une réduction spectaculaire de l'indice de vide. Les mesures effectuées sur les chantiers de résonance montrent que l'on peut passer d'une porosité de 45% à moins de 25% en un temps record. La densité sèche du sol augmente alors de façon exponentielle, créant une structure capable de supporter des pressions de plusieurs centaines de kilopascales sans aucun ajout de liant chimique. Mais alors, si c'est aussi efficace, pourquoi cette solution a-t-elle disparu de l'usage de masse au profit du béton? La réponse se trouve dans le facteur économique et la psychologie industrielle. Le béton est le produit parfait pour une société de consommation. Il est périssable,
Une fois mélangé, il faut l'utiliser. Il nécessite une logistique complexe, camion, centrale, adjuvant, et il est hautement taxable. La compaction par résonance, elle, utilise le matériau déjà présent sur place. Elle ne nécessite aucune infrastructure de transport massive, aucune usine de transformation. Pour le système économique actuel, c'est une hérésie. C'est une solution qui ne crée pas de dépendance. De plus, l'industrie a imposé le concept de standardisation. Il est plus facile de réguler et de certifier un sac de ciment dont on connaît la composition exacte que de certifier la compétence d'un homme qui sait écouter la fréquence du sol sous ses pieds. Nous avons troqué la maîtrise technique individuelle contre la sécurité illusoire d'un produit industriel. Les solutions simples ne nécessitent pas de bureaucratie, et c'est précisément ce que le monde moderne ne peut pas tolérer. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer à l'action et tester ce guide pratique sur leur propre terrain, voici une révélation. Vous n'avez pas besoin d'une machine de 10 tonnes pour observer l'effet de résonance. Vous pouvez fabriquer un micro-compacteur artisanal. Prenez une tige métallique solide, fixez-y un moteur électrique décentré, comme celui d'une vieille ponceuse ou d'un outil vibrant, et plongez-la dans un seau de sable meuble. Allumez-le. Observez comment le niveau du sable baisse instantanément alors que les grains se réorganisent. Sur un terrain réel, l'astuce consiste à utiliser une plaque vibrante et à accorder votre travail. Ne vous contentez pas de passer la machine au hasard. Variez la vitesse de déplacement jusqu'à ce que vous sentiez une vibration profonde dans vos propres jambes. C'est le signe que vous avez trouvé la fréquence de résonance du sol. À ce moment précis, la machine ne saute plus sur le sol. Elle semble y être collée par une force invisible. C'est là que le travail se fait. Si vous travaillez sur une zone de poteau de clôture, au lieu de couler un plot de béton qui finira par se desceller avec le gel, remplissez le trou de gravier concassé et compactez-le par vibration. Le poteau sera ancré dans une masse granulaire si dense qu'il sera pratiquement impossible de l'arracher, tout en permettant à l'eau de s'écouler, protégeant ainsi le bois ou le métal de la corrosion. En conclusion de cette partie, il est vital de comprendre que les solutions les plus efficaces à nos problèmes de construction ont été découvertes il y a près d'un siècle, puis délibérément occultées par une couche de marketing et de lobbying industriel. Nous avons été convaincus que nous étions impuissants sans le système, alors que le secret de la solidité est littéralement sous nos bottes. La compaction par résonance n'est pas seulement une technique de chantier, c'est un symbole de souveraineté technique. C'est la preuve que la connaissance de la matière surpasse toujours la possession du matériau. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé, et chaque fois que vous choisissez la fréquence plutôt que le ciment, vous déchirez une page du manuel d'obéissance industrielle. Mais restez attentifs, car ce que nous venons de voir n'est que la base. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment cette technologie a été utilisée pour des projets secrets que l'histoire officielle préfère ignorer, et comment elle pourrait redéfinir notre façon de bâtir des villes entières demain. Considérez un instant la fragilité d'une dalle de béton moderne. Malgré son coût exorbitant et l'énergie colossale déployée pour sa mise en œuvre, elle reste une structure rigide, vulnérable au moindre mouvement de terrain, aux cycles de gel et dégel, et aux racines des arbres qui finissent inévitablement par la fracturer. C'est une solution de force brute qui tente de s'imposer à la nature. À l'opposé, une fondation traitée par résonance est une structure vivante, flexible, et pourtant infiniment plus stable. Imaginez une piste d'atterrissage militaire capable de supporter le poids d'un bombardier lourd, construite en quelques jours sans un seul sac de ciment, simplement en réorganisant les molécules de sable local. C'est le contraste entre la technologie de surface, celle que l'on vous vend, et la technologie de profondeur, celle que l'on vous cache. Dans le monde de la construction résidentielle, on vous vend de l'épaisseur pour compenser une mauvaise base. Mais dans le monde de l'ingénierie de pointe, on sait que l'épaisseur n'est qu'un pansement sur une plaie ouverte. La véritable force ne vient pas de ce que l'on ajoute par-dessus, mais de la manière dont on réveille ce qui est déjà là. Le conflit principal de notre modernité est celui de la délégation de l'expertise. Nous avons délégué notre capacité à construire à des normes industrielles qui privilégient la consommation de ressources plutôt que l'intelligence technique. Pourquoi ? Parce qu'un citoyen capable de stabiliser son propre sol avec une machine de location et quelques notions de physique est un citoyen qui échappe au circuit du crédit et de la dépendance aux matériaux brevetés. Les solutions simples du passé, comme la compaction par résonance, ont été reléguées au rang de méthodes industrielles lourdes pour les rendre inaccessibles à l'esprit du grand public. On vous dit que c'est trop complexe,
que c'est réservé aux barrages ou aux gratte-ciel, alors que les principes physiques sont les mêmes pour une cabane de jardin que pour le pont du Golden Gate. Si nous ouvrons les archives historiques les plus sombres de la guerre froide, nous découvrons que cette technologie n'était pas seulement une curiosité académique. Dans les années 1960 et 1970, les ingénieurs soviétiques et américains se livraient une course effrénée pour construire des bases secrètes dans des environnements impossibles. Déserts de sable fin, zones marécageuses ou toundra instable. C'est là que la stabilisation par ondes a atteint son apogée. Des documents déclassifiés montrent comment des unités de génie utilisaient des générateurs de fréquences montés sur des camions pour durcir des zones entières en quelques heures, créant des plateformes de lancement de missiles là où un homme s'enfoncerait jusqu'aux genoux. Cette connaissance existait, elle était documentée, et elle a été systématiquement oubliée lors du retour à l'économie de paix, car elle ne permettait pas de construire des empires financiers basés sur la vente de sacs de Portland. Les détails de ces systèmes de connaissances cachent une réalité dérangeante. Nous avons la technologie pour bâtir de manière durable et gratuite, mais nous avons choisi de bâtir de manière temporaire et coûteuse. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne avec une telle efficacité, nous devons plonger dans la physique des milieux granulaires. La science nous enseigne le concept de contrainte effective, formulé par Carl von Terzaghi. Cette contrainte est ce qui définit la solidité d'un sol. Sigma' égale sigma moins U, où sigma est la contrainte totale et U la pression de l'eau dans les pores. Dans un sol lâche, la pression U empêche les grains de se toucher fermement. La résonance agit comme un scalpel vibratoire qui force l'expulsion de l'eau et de l'air des pores. En vibrant à la fréquence naturelle du sol, vous créez une accélération particulière qui dépasse la force de gravité. Les grains entrent dans un état de flottaison temporaire. À cet instant précis, la résistance au cisaillement du sol tombe à zéro. C'est la phase de liquéfaction. Mais dès que la vibration s'arrête ou que la fréquence change, les grains s'emboîtent avec une force d'attraction moléculaire accrue. Les mesures de pénétration au cône, CPT, révèlent qu'après un tel traitement, la résistance du sol ne croît pas de manière linéaire, mais exponentielle. On observe des densités relatives dépassant les 90%, un état que l'on ne trouve normalement qu'à des dizaines de mètres sous terre, là où la pression des couches supérieures a fait le travail pendant des millénaires. Vous réalisez en 10 minutes ce que la géologie réalise en 10 000 ans. L'explication de la disparition de ces solutions se trouve dans le facteur économique. L'industrialisation a favorisé le confort de l'achat sur la complexité de l'action. Pour une municipalité ou un particulier, il est plus rassurant de signer un chèque pour 10 camions de béton que de passer 2 jours à manipuler les fréquences d'un sol. Le béton est devenu le symbole du progrès, car il est visible. On peut voir la dalle, on peut la toucher, on peut se rassurer par sa présence massive. La résonance, elle, est invisible. Elle ne laisse aucune trace, si ce n'est un sol qui semble identique à ce qu'il était, mais qui est devenu physiquement différent. Les solutions simples ne nécessitent pas d'infrastructures complexes, et c'est là leur plus grand défaut aux yeux du capitalisme moderne. Elles ne sont pas assez spectaculaires pour être vendues cher. L'influence du lobby du ciment sur les codes du bâtiment est telle que, dans de nombreuses juridictions, une fondation granulaire stabilisée par résonance n'est même pas envisagée dans les manuels de formation des inspecteurs, alors même qu'elle surpasse les performances du béton dans les tests de charge sismique. Passons à la mise en pratique avancée, car c'est là que vous pouvez reprendre le pouvoir. Si vous travaillez sur un terrain difficile, avec une couche de sable fin de plus d'1 mètre, une simple plaque vibrante de surface ne suffira pas. Vous devez utiliser la technique de la sonde artisanale. Vous pouvez louer un vibrateur à béton interne, une aiguille vibrante, normalement utilisée pour chasser les bulles d'air dans les coffrages. En l'enfonçant lentement dans un sol sablonneux préalablement saturé d'eau, vous allez créer une colonne de compaction profonde. En retirant la sonde centimètre par centimètre, vous créez un pilier de terre si dense qu'il agit comme un pieu de fondation naturelle. Pour un abri lourd ou un petit atelier, disposez ces points de résonance tous les 1,5 mètres. C'est la technique exacte utilisée pour stabiliser les îles artificielles de Dubaï, réduites à l'échelle de votre jardin. Le coût ? Le prix de la location de l'aiguille, environ 40 €. Le résultat ? Une structure qui ne bougera pas d'1 millimètre, même si le sol alentour s'affaisse.
c'est l'application pure de la connaissance contre l'ignorance facturée. Terminons sur cette idée forte. Les solutions les plus puissantes à nos défis matériels ne sont pas dans le futur. Elles sont dans un passé que nous avons été encouragés à oublier. Nous vivons sur une mine de savoirs occultés par le bruit de la consommation. La compaction par résonance n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas fait de blocs de matière inerte que nous devons écraser, mais de fréquences et de rythmes avec lesquels nous pouvons danser. Le savoir ne survit que lorsqu'il passe de l'esprit à la main. En utilisant ces techniques, vous ne faites pas seulement une économie financière, vous participez à la transmission d'une souveraineté technologique qui nous a été volée. Le secret n'est plus scellé sous le béton. Il vibre sous vos pieds, attendant que vous trouviez la bonne note. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo comme un curieux, devenez le chercheur de votre propre réalité. Car ce qu'ils essaient d'enterrer aujourd'hui sera la fondation de votre liberté de demain. Restez connectés, car dans la 5e et dernière partie, nous allons assembler toutes ces pièces pour vous montrer comment construire une autonomie totale là où personne ne pensait que c'était possible. Nous arrivons au cœur du silence, là où la poussière des chantiers étouffe la vérité. Pourquoi, malgré toutes les preuves accumulées depuis 1936, cette technologie reste-t-elle absente des rayons de votre magasin de bricolage? Pourquoi votre entrepreneur local fronce-t-il les sourcils quand vous évoquez la stabilisation par résonance plutôt qu'une dalle de béton? La réponse est d'une simplicité brutale. L'industrie mondiale du béton génère plus de 677 milliards de dollars par an. C'est un empire fondé sur la vente de matière. Pour que ce système perdure, il a fallu tisser une toile invisible mais indestructible autour de la manière dont nous concevons la construction. Les licences d'entrepreneurs, les codes du bâtiment, les normes de matériaux, jusqu'au programme de formation des ingénieurs, tout a été structuré à une époque où le béton est devenu la réponse universelle à chaque problème de fondation. Non pas parce qu'il est toujours la meilleure solution, mais parce qu'il est un produit manufacturé, une marque que l'on peut distribuer, vendre et taxer à grande échelle. Le sol compacté, lui, ne peut pas être vendu. La gravité ne peut pas être mise en bouteille. La fréquence ne peut pas être facturée. Une méthode qui fonctionne sans un seul sac de ciment Portland est une méthode qui génère un profit nul pour un marché colossal. Nous avons été conditionnés à acheter de la stabilité, alors que nous marchons déjà dessus. Entrons maintenant dans la mécanique pure de ce secret industriel, car c'est là que les chiffres deviennent vertigineux. Chaque type de sol possède une fréquence de résonance naturelle. Pour un sable meuble, elle oscille généralement entre 12 et 15 cycles par seconde. C'est à peine plus que la vibration d'une machine à laver en fin de cycle. Lorsque vous introduisez une vibration accordée à cette fréquence précise dans un sol granulaire, un phénomène extraordinaire se produit à l'échelle particulière. Normalement, les grains de sable ou de gravier sont maintenus en place par une friction intergranulaire. C'est cette friction qui piège l'air et crée des vides, rendant le sol instable et traître pour vos constructions. Sous l'effet de la résonance, cette friction chute de manière spectaculaire, presque jusqu'à zéro. Pendant un bref instant, le sol se comporte comme un fluide. Les grains glissent les uns contre les autres, cherchant frénétiquement l'état d'énergie le plus bas disponible. Cet état, sous l'influence constante de la gravité, est l'arrangement le plus dense physiquement possible. Les poches d'air s'effondrent, les vides se referment. Le sol se réorganise en une structure massive qu'il aurait mis des milliers d'années à atteindre naturellement. Ce n'est pas une simple amélioration de surface. Des recherches récentes, publiées dans des revues scientifiques majeures en 2023, ont documenté des réductions de porosité allant de 10 à 23% et des augmentations de cohésion interne allant jusqu'à 38%. Mais le chiffre le plus impressionnant reste le module de compression, la mesure directe de la charge que le sol peut supporter sans s'affaisser. Des augmentations allant de 22 à 246% ont été enregistrées selon le type de sol. Vous ne changez pas seulement le sol, vous créez un nouveau matériau, une roche artificielle née de la vibration. Et contrairement à un additif chimique, cet effet est permanent. Une fois que les particules ont trouvé leur configuration la plus serrée, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Il n'y a pas d'expiration, pas d'usure, pas de retour des vides. Les ingénieurs géotechniques ont testé des sites des décennies après le traitement par résonance. La densité tient toujours. La Terre a une mémoire, et la résonance y inscrit la stabilité à jamais. Voici comment vous pouvez, dès demain,
Appliquez ce savoir pour vos propres projets, loin des devis exorbitants. Le guide pratique est précis, presque rituel. Tout commence par la nature de votre sol. Si vous avez sous les pieds du sable, du gravier ou du remblai concassé, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Si votre sol est argileux, vous devrez simplement y ajouter une couche de gravier pour servir de support. Louez une plaque vibrante réversible, celle capable de générer entre 4000 et 5000 livres de force centrifuge. Cela vous coûtera entre 60 et 100 $ la journée, une fraction dérisoire des 4000 $ que vous coûterait une dalle coulée par un professionnel. Commencez par décaper la zone de toute végétation. Le contact entre la plaque et le sol minéral doit être direct. L'étape cruciale est l'hydratation. Si le sol est trop sec, les grains ne glisseront pas. Vous devez viser une humidité de 10 à 15%. Le sol doit être humide au toucher, mais ne pas coller à vos doigts. L'eau agit ici comme un lubrifiant atomique durant la phase de vibration, avant de s'évacuer pour laisser place à la structure dense. Faites votre premier passage lentement, très lentement. La machine ne doit pas avancer à plus de 10 mètres par minute. Imaginez que vous peignez le sol avec du poids. Pour chaque 1000 livres de force de la machine, vous traitez environ 2,5 cm de profondeur de manière optimale. Si vous avez besoin d'une base plus profonde, travaillez par couche de 15 cm, en répétant le processus à chaque ajout. Faites un second passage perpendiculaire au premier. Ce motif croisé garantit qu'aucune poche d'air n'échappe à l'onde de choc. En quelques minutes, vous sentirez le changement. Le sol passera d'une surface molle et sédante à une base si ferme qu'elle résonnera sous vos talons comme du granit. Imaginez le calcul interdit que l'industrie ne veut pas que vous fassiez. Pour une plateforme de garage de 4 par 6 mètres, le coût total en gravier concassé et en location d'équipement avoisine les 300 $. Un entrepreneur vous facturera 10 fois ce prix pour une solution en béton qui finira par se fissurer. La différence, ce sont des milliards de dollars qui sortent chaque année de la poche des propriétaires pour financer un monopole industriel qui repose sur l'oubli. Les ingénieurs allemands de 1936 avaient compris ce que nous avons mis 90 ans à redécouvrir. Le sol n'est pas un ennemi à recouvrir, c'est un allié à activer. La solidité n'est pas une marchandise, c'est une fréquence. Nous touchons ici à la fin de notre enquête, mais c'est le début de votre propre exploration. Les solutions les plus puissantes ont déjà été découvertes. Elles dorment sous le poids des intérêts financiers et des normes obsolètes. La connaissance n'est pas un fardeau, c'est l'outil de votre souveraineté. Le savoir de Storman, Dan et Massard ne survit que si vous l'utilisez, si vous osez regarder la Terre non pas comme une surface inerte, mais comme une structure prête à se consolider sous l'effet du rythme. Le secret n'est pas dans le sac de ciment, il est dans la compréhension de la matière. La Terre veut être dense. Elle attend que vous lui donniez le bon signal.